Dans un récent commentaire, on me demandait des conseils sur l'explication de documents en histoire. Eh bien, cette vidéo va y répondre, donc installez-vous confortablement et prenez de quoi vous rafraîchir. C'est parti. Bien le bonjour mes amis, bienvenue sur Bazar Historique pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je l'ai expliqué juste avant, nous allons parler méthodologie à l'approche des examens du mois de mai, que vous soyez étudiant en histoire à Bordeaux ou partout en France. Cette vidéo est faite pour vous car l'explication de documents est un exercice qui peut être relativement traître et qui est craint par bon nombre d'étudiantes et d'étudiants. Mais avant, je tenais à vous remercier car à l'heure où je vous parle, nous sommes 836 abonnés sur la chaîne. Ça grimpe de jour en jour, donc pour ça, je vous remercie 836 fois. Grâce à vos abonnements et à vos likes, la chaîne grandit de plus en plus. Et ça, pour diffuser la passion de l'histoire, il n'y a rien de mieux. Sans plus attendre, je vais commencer d'abord par vous parler de l'accroche. Très souvent, on a tendance à mobiliser des références extérieures au document, des références qui sont tirées du même auteur ou d'auteurs différents. Or, ça, c'est un conseil que je vous donne. Je vous recommande pour votre accroche de tirer une citation du document en question. Ce sera préférable que vous mobilisiez une référence du document car vous allez pouvoir le mettre dans un contexte, vous allez pouvoir introduire aussi votre réflexion à venir et vous allez pouvoir bien évidemment mettre en lien le document directement avec votre argumentaire. Donc ça, c'est un premier conseil et c'est quelque chose que l'on voit au niveau agrégation. Toujours mobiliser en accroche d'une explication de document le document que vous êtes en train d'étudier. Au niveau de l'introduction, pour le coup, ça c'est un truc qu'on voit depuis la L1, mais c'est pas plus mal de le revoir encore et encore. L'introduction d'une explication de document, d'un commentaire de document, va se scinder en plusieurs étapes distinctes. Tout d'abord, dans un premier temps, il y a la présentation à proprement dit du document, c'est-à-dire qui est l'auteur, est-ce qu'il est connu, quel est le type de document. Vous allez également devoir évoquer les destinataires, à qui est destiné le document. Tout ça compose la première étape. Ensuite, quand vous poursuivez votre introduction, vous allez devoir remettre le document dans un contexte. Qu'est-ce que le contexte historique dans lequel le document a été produit? Que ça soit en période ancienne, en période médiévale, moderne ou contemporaine, dans ce cas, vous allez devoir mettre en place cette étape-là, c'est-à-dire mettre le contexte, le mettre en avant, expliquer ce qui s'est brièvement passé. Bien sûr, on ne demande pas de faire une mise en contexte de 4 pages, c'est pas le but, mais vous allez devoir passer par là. Ensuite, comme dans toutes les introductions, vient le moment de la partie historiographie. Cette partie-là, elle va se situer en fin d'introduction, avant l'annonce de plan, etc. C'est-à-dire que vous allez devoir, sans faire bien évidemment du name dropping, ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire, et puis au niveau agrég par exemple, on nous le rabâche, et je vous recommande bien évidemment dès la L1, L2, etc., d'éviter le name dropping, c'est-à-dire de balancer des noms de chercheuses, de chercheurs pour remplir, pour faire, pour faire bien, pour faire distinguer. Non, là, c'est pas le but. À la limite, vous citez un nom marquant, une thèse marquante, vraiment quelque chose qui a, on va dire, un game changer, comme on dit aujourd'hui. Vous allez faire un petit bilan historiographique, évoquer les changements, qu'est-ce qui a évolué dans ces recherches-là. Par exemple, je pense à l'histoire ancienne, à l'agrégation ou au CAPES, l'Empire gouvernait l'Empire romain, de Trajan à 410 ou de Dioclétien à 410 en fonction des concours. Eh bien, vous allez évoquer le fait que auparavant, au XXe siècle, au XIXe, on considérait que le IVe siècle, le Ve siècle étaient des siècles de décadence, étaient des siècles où l'Empire romain était aux mains des peuples barbares germaniques, etc., etc. Et bien ça, il faut bien sûr le mettre en avant.
Mais aussi, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que cette vision-là a été réfutée. Elle a été réfutée dans la seconde moitié du XXe siècle, où maintenant on considère, des chercheurs et des chercheuses considèrent que le IVe siècle de l'Empire romain est au contraire un siècle de résurgence, c'est un siècle où l'on a vu une évolution institutionnelle, une évolution sur le plan politique avec la tétrarchie, etc. Et c'est aussi une vision qui réfute le fait que les invasions barbares, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths ne sont pas les seuls responsables de la chute de l'Empire romain. Voilà, donc il faut mobiliser tout ceci, il faut mettre en avant ces éléments-là. Si vous voulez citer des historiens, vous pouvez citer Michel Christol, vous pouvez citer Christophe Badel, vous pouvez citer Jérôme France. Voilà, vous avez la possibilité de citer des noms sans faire de name dropping, pas juste les balancer comme ça, mais ce bilan historiographique, il est à mon sens nécessaire car il permet de montrer, le candidat va être en capacité de montrer justement ses connaissances historiographiques et va situer le sujet dans un champ historiographique précis. Ensuite, bien évidemment, comme dans toute introduction, encore une fois, vient la problématique, l'annonce de plan et bien évidemment le développement. Alors, le développement, contrairement à une dissertation, il est un peu moins restrictif quand il s'agit d'un commentaire de document. C'est-à-dire qu'en dissertation, on attend un plan en 3 parties. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est la base, mais un commentaire de document, le nombre de parties peut changer en fonction du document. Si vous avez un document long, alors le plan en 3 parties sera évidemment attendu. Si c'est un document court, une page et demie, vous pouvez, en adaptant bien évidemment le texte à votre argumentaire, vous pouvez faire un plan en 2 parties. Mais dans ce cas, il va falloir faire 3 sous-parties par partie, bien évidemment. On n'attend pas un plan en 2 parties avec 2 sous-parties. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, c'est quelque chose qui est un peu moins restrictif du point de vue de l'explication de document, mais il faut faire un choix et il faut aussi le justifier. Bien sûr, vous pouvez adapter le plan au document que vous avez, mais il va falloir vous justifier votre choix dans l'annonce de plan et aussi il va falloir que votre plan tienne la route et que le document soit entièrement, quand je dis entièrement, vous ne pouvez pas mobiliser tout le document, c'est-à-dire ligne par ligne, mot par mot. Mais vous allez devoir au moins mobiliser une bonne partie. Et c'est ce qui va être attendu. Bien sûr, le développement est la base de votre travail. C'est là où le correcteur, la correctrice va voir si vous avez les connaissances scientifiques suffisantes, mais aussi si vous êtes capable de mettre ces connaissances en corrélation avec le document. Voir si vous êtes capable de faire ressortir le document par le biais de vos connaissances. Et c'est la base, c'est là où le correcteur va voir si vous maîtrisez le sujet et il va notamment le voir encore plus, à vrai dire, voire autant, le voir avec la conclusion qui est la dernière étape à ne surtout pas négliger. Car on se sait, quand on est en licence, on est toujours pris par le temps et je vais être honnête avec vous, même au niveau master et même encore plus haut au niveau agrégation, on peut être pris par le temps, même si on a 7 heures, même si on a 6 heures, on peut être pris par le temps si on ne maîtrise pas bien notre cheminement de pensée. Souvent la conclusion est bâclée et malheureusement la conclusion c'est la deuxième chose, on va dire, la plus importante que le correcteur regarde sur votre copie. La conclusion, c'est ce qui va vous permettre de... vous allez pouvoir montrer votre compréhension du sujet, qu'est-ce que vous en avez compris. Vous allez devoir répondre à votre problématique, c'est quand même la base, si je puis dire, c'est comme une dissertation. Et vous allez bien évidemment passer à l'étape critique du document, c'est-à-dire
mettre en avant ses qualités, ça c'est une chose, mais aussi mettre en avant les manques, les défauts du document, ce qui, à votre sens, peut, entre guillemets, nuire à une étude approfondie. C'est l'un des attendus, c'est une des choses les plus attendues dans la conclusion, c'est de mettre en avant ce point-là, c'est-à-dire les qualités et les défauts du document. C'est la partie critique de la conclusion où vous allez devoir mettre ces éléments-là en exergue, les montrer au correcteur que vous avez compris les enjeux du document, mais que vous êtes aussi capable d'en dénicher les limites, les manques, etc. L'ouverture aussi, celle-ci, même si elle est facultative dans le sens où elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée car elle peut faire gagner des points. Bien évidemment, ça, vos professeurs ont déjà dû vous le marteler à beaucoup de reprises, c'est-à-dire ne pas dire est-ce qu'un jour, admettons, vous avez un sujet d'histoire médiévale, est-ce qu'un jour les seigneurs francs arrêteront de se faire la guerre entre eux? Ah, ça, c'est pas une ouverture. Ça, en histoire, ce n'est pas une ouverture. Dans une disserte ou dans un commentaire au document, ce n'est pas une ouverture. Non, il faut être plus fin, plus précis que ça. Mobiliser vos connaissances. Bien sûr, vous êtes censé savoir ce qui se passe après, entre guillemets, du point de vue du contexte, du point de vue de la chronologie. Donc, il va falloir, pourquoi pas, poursuivre le prolongement de votre problématique, justement, ou alors évoquer les manques que vous avez relevés dans votre analyse et dire, si on mobilise peut-être un autre corpus documentaire ou un autre document, peut-être que l'on pourra consolider ces manques et là, vous balancez votre mini problématique pour une ouverture et votre devoir est terminé. Ah oui, une chose, si ce n'est pas déjà fait quand vous recevez votre sujet, quand il s'agit d'un commentaire de document, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, d'annoter les lignes. Donc pas ligne par ligne bien évidemment, mais de le faire 5 par 5, 5, 10, 15, voilà. Vous le faites 5 lignes par 5 lignes, ça peut paraître du détail, ça peut relever de l'insignifiant, mais ça peut être utile et ça va vous éviter notamment lorsque vous citerez le document, parce qu'on part toujours de la citation dans une explication de document pour déboucher sur votre argument, pour déboucher sur votre argumentaire. On part toujours de la citation, on part toujours du document, et en annotant les lignes, vous serez moins embêté lorsque vous allez devoir les citer et, entre parenthèses, dire de la ligne temps à temps. C'est important, c'est un petit détail, mais ça peut vous faire gagner de précieuses secondes pendant le développement. Et ces précieuses secondes, pour terminer une explication de document, elles sont hyper importantes parce que généralement, c'est 4 heures un écrit. Donc 4 heures, ça passe super vite. Donc la moindre seconde de gagner est précieuse. Aussi précieux que de s'abonner à la chaîne, bien évidemment, Bazar Historique. N'hésitez pas à partager la vidéo à toutes vos connaissances qui préparent comme vous prochainement les examens de fin de semestre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me le faire savoir dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses ou si selon vous il y a des conseils à apporter. N'hésitez pas également à le faire savoir dans l'espace commentaire, c'est avec plaisir que je les lirai et que je vous répondrai. Cette vidéo est un peu plus courte que les autres vidéos méthodologiques que j'ai pu faire, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'étaler sur des longs monologues où je parle. Le but là, c'est d'aller à l'essentiel, que vous puissiez choper les principales recommandations que je vous fais sur l'explication de documents, sur la méthodologie. Donc cette vidéo, j'ai fait le parti pris de la faire un peu plus courte que les autres vidéos méthodologiques. Donc
Si jamais vous souhaitez des vidéos plus longues dans ce format-là, également, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, je crois qu'on est tout bon. On se retrouve mercredi pour le 18e épisode de Leçon d'Histoire. Et pour une autre vidéo face cam, ce sera lundi prochain à 18h également. Prenez soin de vous. C'était Bazar Historique. Très bonne journée, très bonne soirée à vous en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Ciao.